Plus récemment, Carole Dubé et des dizaines d'autres personnes sont embarquées dans une expédition en motoneige pour sensibiliser le peuple québécois sur l'histoire de Joyce. C'est une étape que j'ai vécue. Et la suite, ça va être... J'espère que c'est le pardon la suite. Ça n'y passe pas aussi les peines qu'on a vécues. C'est un cheminement de guérison que j'ai vécu. Mais ils ont également pris leurs propres mesures juridiques pour obtenir justice pour Joyce. Maître Patrick Martin-Ménard, l'avocat pour la famille Echaquan, nous rejoint maintenant avec ses réflexions sur le projet de loi 32. Oui, Maître Ménard, bienvenue à Nouvelle Nationale, à PTN. Oui, merci. Vous travaillez pour la famille Echaquan. Quelle est leur position face au projet de loi 32 du ministre Yann Lafrenière? Bon, donc évidemment, je n'ai pas eu la chance de discuter avec Carole ou d'autres membres de la famille spécifiquement du projet de loi 32. Par ailleurs, dans le contexte de la poursuite qu'on a déposée, évidemment, la sécurisation culturelle est un volet extrêmement important parce qu'on se souviendra que c'est l'absence d'une agente de liaison culturelle à l'hôpital de Joliette qui a fait en sorte là, que Mme Echaquan s'est retrouvée dans la situation où elle s'est retrouvée le 28 septembre 2020. Donc, on a suivi et on va suivre les travaux autour de ce projet de loi-là avec beaucoup d'intérêt. Puis, si jamais la loi est adoptée sans consentement unanime ou sans consultation avec la famille, quelles options la famille a-t-elle pour la contester? OK. Donc, évidemment, je pense ici que le principal reproche qu'on peut faire au niveau de cette loi-là, c'est qu'il y a certaines choses qui ne vont pas assez loin, notamment au niveau de la reconnaissance du racisme systémique, notamment peut-être aussi au niveau là, des mesures qui sont mises en place pour s'assurer vraiment que cela mène à un véritable changement de culture là, et non pas simplement des mesures esthétiques. Bon, évidemment, donc, pour ce genre de reproche-là, je vous dirais la voie judiciaire est beaucoup moins appropriée. C'est vraiment davantage une question politique. Donc, je pense que c'est dans l'arène politique vraiment qu'on peut adresser des critiques et contester cette loi-là. Évidemment, il y a aussi eu, on a vu là, la sortie du chef Picard qui disait essentiellement que le gouvernement n'a pas compétence pour légiférer dans un champ de compétences qui relève essentiellement des Premières Nations. Je ne suis pas un spécialiste en droit autochtone, mais évidemment, là, si cette question-là a un fondement juridique, c'est quelque chose qui pourrait à ce moment-là là, être soumis aux tribunaux. Il faudrait poser la question à un expert en droit autochtone. Cette loi affirme les droits autochtones à une sécurisation culturelle en santé, mais d'un point de vue juridique, comment le gouvernement du Québec peut-il s'assurer qu'il soit appliqué dans les hôpitaux ou les autres institutions? Donc, la loi prévoit quand même des mécanismes de reddition de comptes de la part des hôpitaux pour qu'ils puissent dire essentiellement qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent rendre compte au gouvernement à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la formation du personnel, au niveau de la mise en place d'agents de liaison. Donc, il y a ce mécanisme-là qui peut être intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut s'assurer que ces mesures-là soient bien mises en place et que la reddition de comptes se fasse vraiment sur des choses substantielles et non pas seulement sur des choses davantage mineures ou périphériques ou que ce soit autre chose qu'une formalité finalement. Puis comment qualifiez-vous l'avancée ou l'avancement des recommandations faites dans le rapport du coroner? Évidemment, la coroner recommandait plusieurs choses. Donc, il y avait au départ, je pense que la recommandation qui a fait couler le plus d'encre était la reconnaissance du racisme systémique, ce qui fait en fait grandement défaut. Là. Le gouvernement s'y entête toujours à ne pas reconnaître cette réalité-là, alors que nous, au quotidien, on voit des exemples de racisme systémique dans le système de santé, à l'endroit des Premières Nations et à l'endroit aussi là, de certaines minorités ou de certains groupes de la population qui sont plus marginalisés. Donc, c'est une réalité, selon nous, qui est indéniable. Le gouvernement s'y entête à ne pas la reconnaître et ça, c'est déplorable. Ceci étant dit, bon, cette loi-là pourrait constituer un pas dans la bonne direction. Évidemment, il va rester à voir comment ça va être appliqué sur le terrain. Quand on regarde par ailleurs de façon plus large comment les recommandations de la coroner ont été appliquées jusqu'à maintenant, bien, il y a eu très peu, je vous dirais, de reddition de comptes là, de la part de l'hôpital de Joliette sur les mesures qui ont été mises en place pour améliorer
la sécurité des soins dans la salle d'urgence. Et ça, c'est très préoccupant pour nous parce que au-delà du racisme systémique, on a aussi appris lors de l'enquête du coroner qu'il y avait plusieurs pratiques là, qui mettaient vraiment en cause la sécurité des soins à l'hôpital de Joliette. Donc, si on aimerait en savoir davantage sur ce qui a été fait, là, autre que de dire que les recommandations ont déjà été appliquées. En dehors de ça, plus largement, au niveau à l'échelle de la province, je pense qu'il y a encore un travail important à faire pour pouvoir améliorer la situation là, suite à ce qu'on a appris lors de l'enquête. J'aurais envie de vous poser la question concernant les exemples que vous parlez. Est-ce que vous seriez capable de m'en donner une? Évidemment, il y a plusieurs personnes qui nous appellent avec des situations très particulières. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ces situations-là, évidemment étant liées par le secret professionnel client-avocat. Par contre, évidemment, il y a des situations là-dedans qui vont éventuellement être judiciarisées. Et à ce moment-là, lorsqu'elles vont être judiciarisées, on pourra en parler publiquement. Mais simplement pour dire qu'on voit encore des éléments qui relèvent de la même réalité que celle qui est arrivée à Mme Echaquan en 2020. Puis, pouvez-vous nous faire un récapitulatif sur les autres mesures légales que la famille a entreprises jusqu'à maintenant? Donc, on a déposé une poursuite l'automne dernier, une poursuite là, contre l'hôpital de Joliette, de même que contre un médecin qui avait pris en charge Mme Echaquan et contre l'infirmière Paul Recré, qui est celle qu'on entend sur la vidéo, prononcer des propos tout à fait inacceptables qu'elle a prononcés. La poursuite est déposée, elle suit son cours. Pour l'instant, je vous dirais, les étapes de la poursuite avancent normalement. On n'a pas nécessairement de perspective actuellement de règlement de la poursuite, mais la famille est déterminée à aller jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et donc, le dossier suit son cours. Est-ce que vous auriez autres commentaires supplémentaires à ajouter avant de conclure l'entrevue? Non, comme je le disais, je pense que c'est vraiment important. Au-delà des projets de loi, au-delà des belles intentions, c'est important, je pense, qu'on travaille là, de façon durable à un véritable changement de culture, un changement d'approche. Et ça va se faire. Ça prend bien plus que des formations et la mise en place de membres de personnel pour pouvoir implanter un tel changement. On espère, par contre, que la loi va être un pas dans la bonne direction, mais ça reste à voir selon comment ça va être appliqué. Maître Ménard. Merci.